Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez choc. Oui, le titre annonce la couleur, hein. Exactement. Le grand mensonge, 33 ans de soumission, zéro libération. C'est un extrait d'un texte plus large, Djibouti's Betrayal, 33 Years of Submission. Et le ton est, disons, direct, très passionné, très accusateur. Voilà, et il décrit une situation à Djibouti, donc sur 33 ans. L'auteur insiste beaucoup sur une impression de soumission, d'absence de libération. Hmm, Notre but, c'est de décortiquer un peu ça, les arguments, la rhétorique, la perspective de cet extrait précis. d'accord. Alors on y va. Ce qui est frappant, et assez original je trouve, c'est que la critique principale, elle vise pas seulement le régime en place. Non, et c'est ça qui est intéressant. Elle vise surtout, et de manière très très forte, l'opposition, qualifiée de, je cite, vrai traître. Tout à fait. C'est vraiment l'angle d'attaque particulier de ce passage. Cette critique interne, si on peut dire. Oui, une critique de ceux qui sont censés être l'alternative. Exactement. L'auteur ne critique pas juste le pouvoir, il dénonce une forme de complicité, de trahison qui viendrait du camp de la contestation elle-même. Ça donne un ton de réquisitoire plus que d'analyse politique classique finalement. Oui, c'est ça. Du coup, ça nous oblige à regarder de près comment cet argument est construit. Parce que les affirmations sont très, très fortes. Il faut comprendre la logique interne de ce discours qui est quand même assez radical. Voilà. Tel qu'il est présenté dans le texte, bien sûr. Alors commençons par le début. Le constat de départ, c'est la souffrance, une souffrance qui dure. Oui, 33 ans, c'est ce qui est répété. Une génération entière sacrifiée sur l'autel du mensonge. C'est fort comme image. Extrêmement fort. Il parle de la population autochtone, du nord au sud de Djibouti, qui endure, qui souffre en silence. Et il utilise des mots comme docile, complaisante, silencieuse. Hmm. Comment on interprète ça? C'est une critique directe de la population ou c'est juste une description de leur état? Mais c'est une bonne question. Le texte joue un peu sur les deux, je pense. D'un côté, ça décrit clairement une condition subie, hein. Oui, La population est victime, la misère s'installe comme une malédiction, les bourreaux prospèrent. Le langage est très émotionnel. Sacrifier, malédiction, bourreau, ça vise à créer un sentiment d'injustice, de victimisation profonde. D'accord? mais d'un autre côté, ces mots, docile, complaisante, silencieuse, bah oui, ça peut aussi sous-entendre une certaine passivité, peut-être une critique voilée de ce manque de réaction, tu vois. Je vois. Une sorte de reproche implicite. C'est possible, et c'est important parce que cette description d'une population un peu anesthésiée, ça prépare le terrain pour l'appel final, l'appel à la rupture radicale, comme pour dire voilà où on vous a mis et voilà pourquoi il faut tout casser. C'est un peu ça l'idée, oui. L'état décrit justifie la radicalité de la solution proposée plus loin. Et cette passivité, supposée ou réelle, elle contraste très fort avec ce qui est reproché à l'opposition. Et là, on arrive au cœur de l'accusation. Oui, l'accusation principale. Je cite encore, mais les vrais traîtres sont ceux qui prétendent s'y opposer. C'est violent comme affirmation. Ah oui, c'est sans ambiguïté. Il les traite de complices, de pantins bien nourris, bien dressés. Comment est-ce que le texte développe cette idée de trahison? C'est juste une insulte ou il y a une argumentation derrière? Alors, le texte essaye de développer ça en décrivant leur mode opératoire supposé. Il dit en gros qu'ils font semblant de contester. Ah Louis, comment ça? Il y a cette formule assez parlante. Dénoncer sans déranger, participer sans contester, légitimer sans combattre. D'accord, donc une opposition de façade en quelque sorte. Exactement. Selon cette logique, elle ne chercherait pas vraiment le changement. Elle serait même un rouage du système qu'elle fait semblant de combattre. Un alibi démocratique. C'est ça. Elle permettrait au régime de dire «Regardez, il y a une opposition», tout en neutralisant la contestation réelle. Et le texte va même plus loin. Ah bon? Oui, il suggère que cette opposition n'est même pas indépendante. Il affirme que sa feuille de route serait, je cite, écrite à Paris. Écrit qu'à Paris. Ça, c'est une accusation très spécifique et très lourde de sens dans ce contexte. Tout à fait. Et que leur loyauté serait vendue au plus offrant. Qu'est-ce que ça apporte, cette mention de Paris, à l'argumentation? Au-delà de l'accusation elle-même, hein. Eh bien, introduire cet élément extérieur, Paris, ça a plusieurs fonctions rhétoriques, je pense, dans la logique du texte. Mhm. Premièrement, ça délégitime complètement l'opposition. Ça la présente comme pas authentique, pas nationale, au service d'intérêts étrangers. Donc pas au service du peuple djiboutien qu'elle est censée représenter. Voilà.
Deuxièmement, ça peut faire écho, bien sûr, à des discours postcoloniaux ou nationalistes qui voient l'ingérence étrangère comme un problème récurrent. D'accord. Et troisièmement, ça renforce l'image des pantins, des marionnettes, les fils seraient tirés depuis l'extérieur. C'est une façon très efficace, dans ce réquisitoire, de couper la confiance entre la population et cette opposition, en la montrant comme aliénée. Exactement, fondamentalement aliénés. Donc, une opposition qui jouerait un double jeu. Le texte parle d'ailleurs des élections comme d'un théâtre. Oui, théâtre, promesses creuses, slogans vides. Si on suit cette logique, alors, l'opposition ne serait pas juste inefficace, elle serait carrément nuisible. Absolument. C'est là que l'analyse de l'auteur devient vraiment sombre. L'opposition décrite ici n'est pas juste impuissante. Non. Elle est présentée comme un outil actif qui aide à maintenir le statu quo. En participant à ce théâtre électoral, elle donne l'illusion qu'il y a un choix, une contestation possible. Elle légitime sans combattre, comme vous disiez. C'est ça. Elle permettrait au système de durer en canalisant et finalement en désamorçant le mécontentement populaire. C'est une accusation très, très grave. Oui, parce que ça fait de l'opposant un complice objectif du système qu'il dénonce. Exactement. Le texte ne dit pas seulement, l'opposition échoue, il dit, elle trahit, activement. Et cette trahison supposée, elle aurait des conséquences très concrètes pour les gens qui y croiraient. C'est ce que dit l'auteur. Oui, il y a une liste de représailles possibles. Perte d'emploi, Fermeture de commerce, harcèlement, pauvreté. répression. C'est présenté comme le prix de la confiance mal placée. Qu'est-ce que ça nous dit sur la vision du risque politique dans ce passage? Ça nous dit que, selon ce texte, s'engager avec cette opposition-là, c'est pas seulement inutile, c'est dangereux. Carrément. L'auteur suggère que, loin de protéger ses partisans, elle les expose. La confiance mal placée, elle ne mène pas à une petite amélioration, non, elle mène à des sanctions réelles. Ça doit créer un climat de peur, de dissuasion. Ouais. Et surtout, ça renforce l'argument central. Cette opposition ne fait pas partie de la solution, elle fait partie du problème. Voire, elle aggrave le danger pour ceux qui lui font confiance. C'est un argument clé pour justifier l'appel final à la rupture totale avec tout ce système, y compris ses formes de contestation habituelles. Exactement. Et ça nous ramène à cette idée de double condamnation que vous avez mentionnée. Le peuple serait pris en étau Oui, entre un régime qualifié de prédateur. et une opposition complice. Pouvez-vous développer un peu cette idée telle qu'elle apparaît dans le texte? Oui, cette double condamnation, telle que présentée ici, c'est vraiment le cœur de l'impasse décrit. D'accord. D'un côté, il y a le régime, décrit comme oppressif, exploiteur, prédateur, bourreau. Et de l'autre? De l'autre, il y a ceux qui devraient logiquement être un recours, une sortie, mais ils sont dénoncés comme étant eux-mêmes corrompus, dociles et même profitant de la situation, enrichis par la souffrance. Ah oui, quand même. Donc la population serait piégée, soit subir le pouvoir en place, soit se tourner vers une alternative qui, d'après le texte, est une illusion dangereuse et qui participe à la même logique. Ce sentiment d'être trahi de tous les côtés, ça doit expliquer l'intensité de la colère, du désespoir dans le texte. Tout à fait. C'est fondamental pour comprendre. Il n'y a plus d'interlocuteurs fiables, plus de voix politiques classiques possibles dans le cadre qui est décrit ici. La confiance est brisée. Pas seulement avec le pouvoir, mais aussi avec son opposition institutionnelle. C'est une impasse totale décrite comme telle. Et face à ça, le texte ne propose pas un ajustement, une réforme. Non, il propose une explosion. Oui, l'appel à l'action est radical. Alors il faut que ça cesse, il faut que ça explose, il faut que ça rompe. Qui est désigné pour porter cette rupture? C'est le peuple en général? Non, le texte est très précis là-dessus. Il désigne un acteur, la Génération Z 253. Génération Z 253, c'est intéressant comme terme. Oui, ce n'est pas anodin. En ciblant la jeunesse, la génération Z, et en ajoutant le code téléphonique de Djibouti, le 253, l'auteur crée un symbole fort, d'identité, de spécificité locale. Et cette génération, elle a une responsabilité énorme sur les épaules, si on suit le texte. Ah oui, une responsabilité historique immense. Elle est qualifiée de dernière ligne de front, dernière chance, dernier cri. C'est presque messianique comme appel. Comme si les générations d'avant et l'opposition actuelle avaient échoué ou trahi, et que seule cette jeunesse pouvait tout changer. C'est exactement ça. On lui demande pas de négocier, de participer, on lui demande de rompre. Cette idée de rupture totale, elle est martelée. Le texte insiste, ce n'est plus une question de politique, c'est une question de survie.
Quels sont les choix qui lui sont présentés à cette génération? Mais les choix sont présentés de façon extrêmement binaire. Il n'y a pas de nuance, pas de voie médiane possible. C'est tout ou rien. Voilà, c'est vivre ou survivre, se libérer ou se soumettre, briser ou se briser. C'est une rhétorique très manichéenne qui vise à souligner l'urgence, la gravité existentielle de la situation décrite. Pas de place pour le compromis, la patience. Non, zéro. Survivre, c'est présenté comme une forme de mort lente, tu vois. Se soumettre, se briser, alors que vivre, ça implique forcément une action radicale. Se libérer, briser. Ça met une pression énorme sur cette génération Z de 253. Immense. Le message, c'est « Vous êtes à un carrefour absolu. L'inaction, c'est la condamnation. Et l'urgence est absolue aussi. » La conclusion de l'appel, c'est « Assez, c'est assez. Le temps de la rupture totale est venu. Pas demain, pas après-demain, maintenant. » Pourquoi insister autant sur le maintenant? Mais ce maintenant, c'est la conclusion logique de tout le reste, non? Oui, c'est vrai. Si la situation est décrite comme une agonie de 33 ans, si l'opposition trahit, si le peuple est doublement condamné, si la jeunesse est la dernière chance, alors attendre, ce serait inutile. Ce serait même coupable selon la logique du texte. Donc le maintenant signifie qu'il n'y a plus rien à espérer du système, ni de ses acteurs habituels. Voilà. C'est un rejet total du temps politique normal, fait de négociations, d'élections, de stratégies à long terme. Non, là c'est un appel à l'instant T, l'acte fondateur qui doit tout changer, tout de suite. C'est l'expression ultime de l'impatience, de la radicalité du texte. Il n'y a plus de processus, il n'y a qu'un événement, la rupture. C'est tout à fait ça. Bon, si on résume, cet extrait dresse un tableau vraiment sombre. Très accusateur. Oui, il part de 33 ans de souffrance, de soumission à Djibouti, victime d'un grand mensonge. La critique la plus forte, elle est pour l'opposition politique. Décrite comme complice, traîtresse, peut-être même manipulée de l'extérieur. Exactement. Et face à cette impasse totale, cette double condamnation, le texte rejette toute solution politique classique. Il lance un appel, oui, enflammé, à une rupture totale. Immédiate. Et cet appel vise spécifiquement la jeunesse, la génération Z 253, présentée comme le dernier espoir pour tout casser et choisir la vie contre la survie. C'est un discours de crise absolue, d'urgence existentielle, clairement. C'est une bonne synthèse de la perspective et de la rhétorique de ce passage. Et pour conclure peut-être notre exploration, si on reste strictement dans la logique interne de ce texte si particulier, il y a une question un peu provocante qui ressort, je trouve. Ah oui. Laquelle? L'auteur pose ce dilemme absolu. La rupture radicale, maintenant, c'est la seule voie de salut, face à la soumission et la trahison. Ouais. Mais si on accepte cette prémisse juste pour la réflexion, la prémisse d'un système politique et d'une opposition décrit comme totalement corrompu, complice, ancré depuis des décennies, qu'est-ce que ça signifierait concrètement pour une génération, même si on la décrit comme une dernière chance? Hmm. De réussir une rupture totale, un maintenant absolu, face à des structures présentées comme si solides, si imperméables, et marquées par une trahison interne si profonde. C'est une question difficile. Le texte appelle à l'explosion, mais sa propre description des forces en jeu... Voilà, ça soulève implicitement la question redoutable des modalités, des chances réelles d'une transformation pareille, telle que le texte l'appelle de ses voeux. Une interrogation qui vient de la tension même du texte, entre l'appel passionné et le tableau très noir qu'il dresse. Exactement. C'est une tension intéressante à méditer.